recul de la pensée. Le plus préoccupant de tous les phénomènes actuels autour de nous est qu'ils provoquent un recul de la pensée. Je vais parler du rôle de nos conditions de vie sur cette atrophie, ou cette paralysie de notre pensée. Bien sûr, par la manipulation, la pensée peut aussi se trouver en état de sidération. Cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Cependant, il est important de comprendre comment notre pensée est altérée par nos conditions de vie actuelles et d'en être conscient. C'est en effet, sur cette base de pensée atrophiée et lacunaire, que peut d'autant mieux s'infiltrer la manipulation de masse, par le détournement du langage par exemple. Nous y reviendrons. Que ce soit notre alimentation industrielle, ou les loisirs abétissants de la télévision, l'injonction à consommer par la publicité, ou le rythme effréné de nos jours et les contraintes qui nous épuisent. Tout cela fait de nous des cerveaux lobotomisés, à la pensée confuse et peu performante. Nos capacités intellectuelles décroissent. Une baisse significative du quotient intellectuel a été mise à jour depuis seulement ces 10 dernières années. Sans pensée, nous ne pouvons prendre conscience de notre sort. Sans intellect suffisamment développé, nous ne pouvons construire une pensée critique, créative, sortir du cadre pour inventer et penser notre condition. La baisse de la pensée critique est une condition favorable pour toute forme de manipulation. Le pire est, que malgré notre indignation, nous finissons par trouver tout normal, englués que nous sommes dans l'habitude de la médiocrité et le complexe de l'impuissance. L'atrophie sensorielle. Selon plusieurs chercheurs en sciences humaines, dont Claudine Arroche, par exemple, notre perception du monde, d'autrui et de nous-mêmes est en train de se transformer. Georges Balandier parlait, déjà, il y a 10 ans, d'un nouvel état des choses, depuis la généralisation des nouvelles technologies de communication. La multiplication des médias, leur rapidité d'exécution et l'ubiquité qu'ils permettent, modifient notre façon de voir le monde, mais surtout de sentir. Comment notre sensibilité et nos sensations peuvent en être affectées. En effet, nous percevons notre environnement, matériel ou immatériel, grâce à nos sens physiques. Notre pensée même s'élabore par les sens, à partir de cette perception. Or, le primat de l'image sur la rencontre physique, de la forme sur le contenu, modifie nos sens et nos sentiments. C'est ce nouvel état des choses, que le sociologue Bauman décrit comme de nature liquide, à cause du fait que les choses, les événements, coulent comme de l'eau et ne s'ancrent plus dans la durée ou la certitude. Or, c'est ce qui peut s'ancrer dans la durée, la stabilité, la confiance et la profondeur, qui satisfait psychiquement chacun. C'est aussi ce qui constitue notre humanité, lorsque ses besoins de durée, de stabilité, de confiance et de profondeur sont pleinement satisfaits. Évidemment, chacun peut se sentir frustré, sur le long terme, du manque de stabilité, de la superficialité et de l'insécurité qui caractérisent le monde actuel, mais c'est surtout l'atrophie de la pensée que cette carence psychique génère, qui préoccupe la sociologue. Pourquoi ? La pensée, pour fonctionner, nécessite une stabilité pour engager une argumentation et une réflexion interactive. Sans cela, nous sommes dans la pensée fugace, et d'autant plus fugace qu'elle peut être rapidement influencée, et suivre les suggestions qu'on lui propose. Je cite, en effet, l'avènement d'une activité constante induit une absence de réflexion imposant, et imposée,
par la rapidité, l'instantanéité, l'immédiateté, des choses qui sont contraires au besoin d'alternance entre arrêt et mouvement pour permettre la perception et la réflexion. En bref, la trop grande vitesse dans l'action, le passage d'une activité à une autre sans pause, et pire, l'action multiple, c'est-à-dire quand on fait plusieurs choses à la fois, empêche de penser vraiment. Or, ce dont on a le plus besoin, c'est d'un ancrage émotionnel. Les émotions viennent de nos sensations et de nos sentiments, et elles produisent également du sens. Il faut comprendre que tout ce qui est sensible est à la base de notre compréhension du monde. C'est pourquoi le déclin de la pensée par le déclin de la sensibilité constitue un enjeu civilisationnel considérable. D'autre part, l'affection, c'est-à-dire le fait de ressentir un attachement, joue un rôle dans notre façon de voir les choses. L'affectif constitue donc une porte d'entrée pour d'abord percevoir, puis penser, puisque perception et pensée sont liées. Entre la perception et l'affection, il n'y aurait pas une différence de nature, mais une différence de degré. Autrement dit, toute action sur notre corps, que nous percevons, agit également sur notre moi affectif en même temps que sur notre pensée. Actuellement, à cause de notre mode de vie, notre pensée décline au profit de la réaction immédiate. Or, une réaction n'est pas une réponse. Réagir, à chaud généralement, c'est épidermique. Aucune pensée n'est élaborée pour cela. Il s'agit d'un réflexe. Répondre demande de prendre du recul et de mesurer ses propos, de prendre le temps de mettre à distance ses émotions. La valeur de la réponse est d'autant plus grande qu'elle aura été attendue et pour celui qui répond, réfléchit. C'est ce que permet encore l'email. Jean-Pierre Le Goff s'intéresse à l'anesthésie de la pensée par son observation du langage creux actuel, qui reste dans le conventionnel, et la langue de bois. Il l'appelle la pensée chewing-gum. Cette pensée, qui se veut équilibrée et sans parti pris, cache une terrible violence morale qui s'apparente à de la barbarie. Seulement, cette violence est tellement bien dissimulée dans des mots passe-partout, dont le sens change ou est ambigu, ou encore pas très clair, qu'elle est imperceptible à tout un chacun. La manipulation des mots produit la manipulation de la pensée et son anesthésie, sa paralysie. Le titre d'un de ses ouvrages, La barbarie douce, montre justement que par la juxtaposition de deux termes contradictoires, qui s'excluent, puisque par définition, la barbarie ne peut pas être douce, on introduit un mode de pensée convenu, qui ne s'engage pas, qui reste dans l'opérationnel, et la neutralité, en apparence. On trouve ce type de pensée dans beaucoup d'expressions actuelles qui sont devenues des habitudes, comme par exemple le fameux « en même temps ». Ce « en même temps » permet de dire à la fois une chose et son contraire sans sembler contradictoire. Il permet de contenter tout le monde puisque l'interlocuteur ne peut pas savoir le fond de la pensée de l'autre. Certaines choses restent ainsi dans une sorte de catégorie de pensée de type indécidable. C'est comme si, également, on pouvait ne pas avoir d'opinion et que tout était relatif. Cette expression se généralisant formate la pensée, de même que d'autres. Ce que l'on dit, même par habitude, finit par influencer notre manière de penser. Générateur d'incertitude. Les nouvelles technologies de communication génèrent également du doute, de l'incertitude. Georges Ballandier explique le processus en œuvre. Le monde des images, le monde informatique, générateur de créations virtuelles et de substituts virtuels de la réalité se complètent. Leurs effets s'ajoutent en se renforçant, ils effacent les évidences anciennes, produisent un univers de la perception et de l'interprétation continuellement en mouvement, instable. Ce faisant, ils créent du doute et fortifient la défiance. Or, l'incertitude elle aussi, rend difficile la pensée, jusqu'à la paralyser. Rien n'est jamais sûr, tout est provisoire, ou bien, cela se décide à la minute,
tout de suite, maintenant, et on n'a aucune prise sur le réel. L'instabilité et l'absence de sécurité, de choses sûres, n'arrangent pas notre condition. Dans une prochaine vidéo, je parlerai du déclin de la pensée critique. À bientôt pour une prochaine.